Il est le ministre des Affaires étrangères de Russie depuis plus de 20 ans, l'un des plus proches conseillers de Vladimir Poutine et sans doute le deuxième homme le plus puissant de Russie. Il a accepté notre invitation. Sergueï Lavrov, bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Moscou. Avant d'évoquer la situation en Ukraine, une question sur la guerre au Moyen-Orient. L'offensive israélo-américaine a commencé depuis 27 jours maintenant sur l'Iran et on ne vous a pas entendu beaucoup défendre votre allié iranien, en tout cas avec une grande fermeté. Pourquoi ? Vous savez, il ne s'agit pas de la défense de l'Iran. Avant tout, nous avons défendu le droit international. Et je ne pense pas que les Français, qui historiquement ont toujours dit qu'ils soutenaient le droit international, je pense qu'ils soutiennent aussi ce droit international. En fait, on n'a pas besoin de le voir. Ça se passe chaque jour, 24 sur 24, en direct. Le président américain dit qu'il n'est pas intéressé par le droit international, qu'il va être guidé par ses propres principes moraux ou des instincts. Alors je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas être approuvé. D'ailleurs, nous avons envoyé à plusieurs reprises des signaux aux États-Unis. Nous avons dit qu'il fallait instaurer un dialogue pour régler tous les problèmes du Golfe Persique en général, de cette région du Moyen-Orient. Chaque fois quand les États-Unis et leurs alliés s'enseignent dans les processus qui se passent là-bas, la situation se complique de plus en plus. L'Irak a été détruit, la Syrie a été détruite, la Libye, c'est pareil, elle a été détruite. D'ailleurs, on ne sait pas quand l'État libyen sera restauré. D'ailleurs, la même chose se passe maintenant avec la République islamique d'Iran. Cette deuxième attaque passe pour la deuxième fois en plein négociation. En fait, ça suscite des questions. On a des questions à poser aux participants des pourparlers, surtout aux Américains qui ont mené ce processus des pourparlers diplomatiques et politiques. Quand les membres de l'administration des États-Unis font preuve de bravoure, même de fierté, et ils parlent de ces assassinats, notamment du meurtre, absolument avec sang-froid du guide suprême ou d'autres fonctionnaires haut placés iraniens. Je pense qu'on ne peut le qualifier que du cynisme. Nous nous prononçons pour la défense des intérêts de l'Iran et de tous les pays de la région, y compris notamment de nos partenaires stratégiques les plus proches du Conseil de coopération du Golfe. Oui, ils souffrent de cette attaque qui a été déclenchée par les États-Unis et Israël. Et vous savez, ces derniers temps, nos amis arabes disent qu'il y a deux guerres. Une guerre, c'est la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Ils n'ont rien à voir avec cette guerre. Par contre, il y a une deuxième guerre qui n'était pas provoquée, comme ils le disent. C'est l'attaque de l'Iran contre de différents sites dans les monarchies du Golfe Persique. En fait, c'est une logique que j'ai du mal à partager. Parce qu'il faut passer aux causes profondes de ce conflit, et cette cause profonde, c'est la clé pour les règlements. La cause profonde, c'est cette agression non provoquée d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. Et ce n'est pas le hasard que le secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, dans son discours hier, je pense, a appelé les États-Unis et Israël à arrêter les hostilités, et ensuite il s'est exprimé en faveur de ce que l'Iran n'attaquerait pas des territoires des autres pays. Ce matin, mais les services de renseignement américains disent que vous aidez les Iraniens à localiser les cibles, à localiser les bases américaines. Est-ce que c'est vrai? Et jusqu'où va votre soutien à l'Iran? Est-ce que la Russie livre des armes à l'Iran en ce moment, à l'heure où nous parlons? Est-ce que vous nous dites oui, on donne des armes pour se défendre?
Vous savez, vous êtes une journaliste très douée parce que vous avez d'abord dit est-ce que c'est la vérité que nous aidons l'Iran, et ensuite, sans attendre ma réponse, vous m'avez dit jusqu'à quelle mesure pourrait aller cette aide. Vous savez, le président Poutine a déjà commenté cette question. Son secrétaire, son porte-parole Dmitri Peskov a déjà prononcé sur ce sujet qui est maintenant remué dans les médias. On parle de ces renseignements que la Russie aurait présentés à l'Iran, mais en fait, on a déjà dit qu'on avait des relations étroites avec l'Iran. Nous avons un accord sur la coopération militaire et technique. Nous avons livré à l'Iran certains articles à destination militaire, mais nous ne pouvons pas être d'accord avec cette accusation que nous aidons l'Iran nous transmettons les renseignements. Donc vous avez parlé de l'emplacement des bases américaines. Les coordonnées des bases américaines dans les régions, c'est quelque chose qui n'est pas caché, c'est une information connue de tous, c'est une information ouverte. Et le fait que l'Iran attaque ces bases militaires, en fait, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas. Oui, nous avons prêté attention au fait que nos amis de ce Conseil de coopération du Golfe, au moment où c'était clair que la guerre se préparait, nos amis, ils essayaient de persuader les États-Unis de ne pas se lancer dans cette aventure. Et ils ont dit qu'ils ne donneraient pas leur espace aérien pour effectuer ces attaques et qu'ils ne permettraient pas d'utiliser les bases américaines se trouvant sur le territoire pour attaquer l'Iran. Donc je pense que la personne qui connaît bien les affaires militaires comprenne très bien que ces bases américaines ont été bien sûr utilisées pour trouver des renseignements, pour recueillir des renseignements, et le fait que ces bases sont maintenant attaquées de temps en temps, donc ce sont des conséquences de cette aventure qui a été lancée sans d'ailleurs sans aucune cause. D'ailleurs, il faut dire que les Américains ont évacué leurs militaires, le grand nombre de militaires de ces bases. Ça témoigne du fait qu'ils étaient au courant de ce qu'il allait se passer. Et ainsi, ils ont commencé cette agression et ils ont fait un coup dur à leurs collègues arabes. Sergueï Lavrov, cette guerre, est-ce une aubaine économique pour vous, pour la Russie? Vous pouvez vendre encore plus de pétrole aux pays asiatiques qui ne peuvent plus l'acheter aux Iraniens, et la flambée des prix, c'est aussi de l'argent, c'est aussi des milliards de dollars qui arrivent dans vos caisses économiquement pour la Russie. Cette guerre, n'est-ce pas une bonne affaire? Ça vous permet de combler vos déficits et aussi de financer l'offensive militaire en Ukraine, non? Vous savez, on n'agit jamais pour reprendre quelque chose chez quelqu'un, et nous ne réjouissons jamais du fait qu'il y ait des guerres qui sont déclenchées par d'autres États, et nous ne nous réjouissons pas qu'il y ait des différentes situations difficiles sur le marché mondial des hydrocarbures, surtout quand il y a des augmentations des prix que nous livrons notamment. En fait, indépendamment de quoi que ce soit, nous allons poursuivre nos activités commerciales et nous allons commercer avec ceux qui y est intéressés. Nous voyons que les États-Unis sont intéressés à le faire, et d'ailleurs les États-Unis l'ont déjà dit, ils ont des documents officiels, leurs personnalités se sont prononcées sur ce sujet, ils ont dit qu'ils voulaient dominer sur les marchés énergétiques. Le Venezuela, c'est un exemple tout à fait flagrant, direct de cette politique. Les États-Unis parlaient de la nécessité de détruire ce régime, et maintenant ce qu'on voit, c'est que les États-Unis contrôlent maintenant le domaine énergétique de ce pays. Donald Trump, le président Trump, a dit clairement qu'il voulait, avec l'Iran, contrôler le détroit d'Ormuz et toutes les livraisons qui sont effectuées à travers ce détroit. Les Nord Stream qui ont été explosés par les Ukrainiens, soutenus par les services spéciaux occidentaux, en fait, personne n'a condamné ces attaques, ni la France, ni l'Allemagne. Je pense que c'est honteux pour l'Allemagne de ne pas avoir réagi.
à cette attaque terroriste contre ses propres intérêts. Les États-Unis disent aujourd'hui qu'ils voudraient reprendre ces Nord Stream. Vous savez bien que Lukoil et Rosneft ont été frappés des sanctions et tout le milieu d'affaires, tout le business étranger, maintenant que nous menons à l'étranger, on essaie de nous le reprendre. En fait, on ne veut pas utiliser nos actions sur la scène internationale pour atteindre des objectifs illégaux. Quelle que soit la conjoncture, nous allons honorer nos obligations, nos engagements, nous le ferons toujours. On aura toujours des relations avec les partenaires qui sont guidés par les mêmes principes que nous, et non pas par les principes qui sont propres à l'Union européenne. L'Union européenne a décidé de déchirer tous les accords qu'il avait autrefois avec la Russie. C'était la volonté, le souhait de Paris, de Berlin, et bien sûr vos amis dans les pays baltes, en Pologne également. Et oui, je vais mentionner aussi la Pologne. Donald Trump a dit au début de la guerre qu'il envisageait de lever les sanctions sur le pétrole russe. Est-ce qu'il a commencé à le faire? Vous savez, c'est un sujet très intéressant parce que les sanctions des États-Unis ainsi que les sanctions de l'Union européenne et de certains membres de l'Union européenne, aussi de la Grande-Bretagne, ce sont des sanctions qui sont complètement illégitimes. Nous ne respectons pas ces décisions. Nous ne pouvons pas comprendre et soutenir la position des États qui sont obligés à respecter ces restrictions complètement illégales, je le répète. Les États-Unis, en personne du ministre des Finances, du ministre de l'Énergie, disent qu'ils ont autorisé à la Fédération de Russie de vendre son pétrole qui se trouve dans les tankers, dans la mer. La Russie peut le faire pendant un mois, c'est notre attitude bienveillante. Mais en fait, il faut dire que ce pétrole et ces tankers, ils effectuent justement leur chemin. On ne peut pas même discuter de ces questions parce qu'il s'agit des sanctions illégitimes. Ça n'existe pas pour nous, ainsi que ça n'existe pas pour nos partenaires bien conscients et bien raisonnables. Sergueï Lavrov, on vous entend ce matin nous dire que les États-Unis et Israël violent le droit international en Iran. Ne pourrions-nous pas vous retourner la question en vous disant est-ce que vous ne faites pas la même chose, la Russie, en Ukraine, violer le droit international? Quant au droit international, la violation de ce droit par les États-Unis et l'Iran, ce n'est pas moi qui vous le dis, mais c'est un fait qui n'est pas nié par personne, n'est pas nié par les autorités françaises ou autres dirigeants européens, et sur d'autres continents, tout le monde comprend cela très bien. Et encore une fois, je le souligne, il y avait un processus des pourparlers au mois de juin, au mois de février, et ces frappes, sans déclaration de guerre, sans cause apparente, ces frappes ont été effectuées pendant les pourparlers, et même à la veille d'un nouveau round de ces pourparlers. Oui, c'est quelque chose qui suscite des questions. On pose des questions par rapport au rôle que jouent les participants des pourparlers américains. Vous avez mentionné l'Ukraine, le droit international. Vous savez, je vais peut-être abuser un peu de votre temps. Je vais donner une réponse plus détaillée. Quand en 1991, est-ce que vous vous souvenez de ce temps, à l'époque de la chute de l'URSS, l'Ukraine a annoncé son indépendance à la base d'une déclaration spéciale. Cette déclaration disait que l'Ukraine sera en État indépendant. Il n'y aura pas d'armes nucléaires. Cet État serait neutre et cet État ne devrait pas être entraîné dans des blocs militaires. La même déclaration disait que l'État ukrainien en tant qu'État indépendant assurerait les droits de l'homme
y compris les droits des minorités nationales. Il s'agissait des droits linguistiques, des droits religieux. Alors nous avons approuvé, reconnu l'indépendance de cette Ukraine, et non pas l'indépendance, la souveraineté de l'Ukraine qui est présidée par les nazis. Et ces nazis d'ailleurs ont été amenés au pouvoir suite à un coup d'État en février 2014. Au lendemain matin où la France, la Pologne et l'Allemagne ont apposé leur signature sur l'accord entre l'opposition et le président de l'époque. Ces accords prévoyaient la création d'un état d'unité ainsi que la tenue des pourparlers. Et au lendemain matin, ces accords ont été foulés aux pieds. Ni Paris, ni Berlin, ni Varsovie n'ont rien dit. Ils n'ont pas élevé leur voix. Ils l'ont exigé de l'opposition de respecter ses obligations. Nous avons posé cette question aux Français et aux Allemands et leur réponse était la suivante. Vous savez, parfois, la démocratie prend des formes tout à fait inattendues. Ensuite, l'agression de Kiev contre ses propres citoyens a été lancée. Plus de 40 personnes ont été incendiées à Odessa. Il y a eu des bombardements des villes, le centre de Lugansk et d'autres localités. Cette guerre a commencé et le processus de Normandie a été lancé. C'était l'initiative du président Hollande, vous vous souvenez bien de lui, ainsi que de la chancelière Merkel, le président Poutine et le président Poroshenko y ont participé également à l'époque. Ce processus, ce format Normandie, s'est terminé par la signature en février 2015 des accords de Minsk et ces accords de Minsk ont été approuvés par le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais un peu plus tard, Hollande et Merkel ont démissionné et ensemble avec le président Poroshenko, ils ont avoué qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de respecter ces accords de Minsk. Ils s'en fichaient des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils avaient besoin de plus de temps afin d'approvisionner le régime de Kiev, le régime néo-nazi en armes. Le caractère néo-nazi de ce régime est défini par une série de lois qui avaient été adoptées bien avant l'opération militaire spéciale, qui interdisait la langue russe partout, dans les écoles, dans le système d'éducation, dans le domaine culturel, dans les livres, dans les médias. On a aussi adopté une loi qui prohibait l'Église orthodoxe canonique ukrainienne. Vous avez posé cette question et je vous ai dit que la réponse va prendre plus de temps. Et quelle est la différence entre la situation en Iran et en Ukraine? La différence principale est suivante. La République islamique de l'Iran n'a jamais violé aucun engagement, ni sur le plan du programme nucléaire qui était adopté en 2015. En 2017, les États-Unis, lors du premier mandat présidentiel de Trump, ils ont violé leurs engagements. Mais l'Iran n'a jamais violé aucun engagement. En Ukraine, on a violé tout ce qui était proclamé. En décembre 2021, nous avons proposé de conclure des arrangements, des accords avec les États-Unis, avec l'OTAN, sur les garanties de la sécurité qui prévoyaient le caractère équilibré de la sécurité et de la stabilité, fondé sur l'équilibre des intérêts de l'Ukraine, de la Russie, de l'Occident. On nous a dit que c'est pas notre cause, c'est pas notre affaire. C'est pourquoi il est privé du sens de parler que nous n'avons pas mis en garde contre tout cela. Et les dirigeants européens ne pouvaient pas savoir que l'une des conséquences de tout cela serait la crise. Les politologues, les hommes politiques comprennent parfaitement, j'en suis sûr, quelle est la raison profonde de cette crise actuelle.
On entend votre position défendue par la Russie depuis 4 ans, Sergueï Lavrov, qui n'est pas reconnue. Vous n'êtes pas sur la même position que la France, puisque vous citez la France, l'Allemagne ou la Pologne, ou les pays européens en général, qui estiment que l'invasion de l'Ukraine est une invasion illégale, que vous avez enfreint le droit international. Mais ça fait plus de 4 ans maintenant que vous avez lancé cette guerre. Vous reconnaissiez le 24 février dernier que tous vos objectifs n'ont pas été atteints. Alors on aimerait savoir quels sont vos objectifs. Par exemple, mardi, vous avez lancé l'une des pires attaques en plein jour sur l'Ukraine, avec plus de 1000 drones qui ont frappé une église à Lviv. Et puis ces derniers mois, vous avez aussi frappé des écoles, des hôpitaux. Il y a des dizaines de milliers de civils ukrainiens qui sont morts dans cette guerre. Est-ce là vos objectifs? Est-ce que vous assumez ces morts civiles? Et jusqu'où allez-vous aller? Quel est l'objectif final? De raser l'Ukraine? Vous avez dit que notre position se diffère de celle de la France, de la Pologne, de l'Allemagne, mais ce n'était pas notre position. Je n'ai évoqué que des faits. Les faits qui sont ignorés complètement par nos collègues européens. Mais il est impossible de ne pas reconnaître ces faits parce qu'ils ont été créés par les mains de nos voisins polonais, allemands, qui ne veulent pas reconnaître le fait que c'était eux qui, il y a 12 ans, avaient promis d'honorer les engagements. Ils ont bafoué complètement tous les traités et ils ont ignoré toutes les conséquences. Plus tard, l'Allemagne, la France, en 2015, ils ont signé au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies les soi-disant garanties des accords de Minsk. Mais ensuite, ils ont dit qu'ils n'allaient jamais les respecter. Alors, je vous parle des faits. Je vous donne les faits et l'Allemagne, la France et les partenaires, vos partenaires au sein de l'OTAN ne peuvent pas l'ignorer. Chaque homme politique raisonnable doit comprendre la trahison qui se cache derrière tous ces actes. Nos objectifs ont été proclamé à plusieurs reprises par notre président. Les objectifs sont liés aux raisons profondes de cette crise. Premièrement, la promesse de ne pas élargir l'OTAN. Tout cela a été corroboré par les garanties. Au sein de l'OSCE, on a pris des engagements, mais on nous a dit que ce n'était que les engagements politiques, mais pas les engagements juridiquement contraignants. Les déclarations politiques ont été adoptées lors de cette organisation, mais on nous a dit qu'ils n'étaient pas juridiquement contraignants. La deuxième raison profonde, l'élimination, l'extermination des droits légitimes de notre population russophone en Ukraine. En toute complaisance, connivence de la France, qui se proclame les combattants pour la liberté. Est-ce que vous pouvez imaginer la situation où un pays européen interdit l'usage d'une telle ou telle langue? En Ukraine, on peut même entamer les poursuites pénales si quelqu'un parle la langue russe en Iran. On n'a jamais prohibé l'hébreu. Mais l'Ukraine est le seul pays qui l'a fait. Vous savez, on dit maintenant que l'Occident promet les garanties de la sécurité à l'Ukraine. Emmanuel Macron l'a évoqué à plusieurs reprises. D'après lui, ces garanties peuvent aider à résoudre tous les problèmes. Mais si on ne prend pas en compte les formes de ces garanties de la sécurité, si on voit l'essence de ces garanties, ça sera, ils seront les signes du régime néo-nazi.
Personne ne dit, aucun pays européen ne dit à l'Ukraine qu'il doit rendre les droits légitimes à la population russophone en échange de l'assistance accordée par les pays européens. La langue, c'est... Vous savez, c'est le signe de chaque dialogue normal. Et vous savez, en ce qui concerne Zelensky, le régime de Zelensky, il ne s'agit pas de la liberté, l'égalité, de la fraternité. Vous avez mentionné aussi les victimes parmi la population civile. Je pense que ça vous intéresse le plus. Alors, parlons à cela. Vous avez énuméré une série des sites, des infrastructures qui, d'après vous, étaient bombardées, étaient choisies comme des cibles. Notre président, nos représentants du ministère de la Défense ont dit maintes fois que jamais nous ne visons les sites civils. Tous les cibles que nous choisissons sont liées aux activités des militaires, des soldats ukrainiens, mais par contre, l'armée ukrainienne ne se limite pas aux attaques contre les sites militaires et choisissent parfois les sites civils. Notre représentant, l'ambassadeur itinérant chargé des crimes de l'Ukraine contre la population civile, a présenté les faits, les preuves de ces crimes au sein des Nations Unies. Nous ne voyons jamais les faits bien vérifiés. Vous vous rappelez peut-être, au début de cette crise, on a essayé de nous accuser à la base des images qui ont été propagées dans les médias, mais il s'est avéré que ce n'était qu'une image qui a été prise en Irak il y a plusieurs années. Et vous, les journalistes qui deviennent protéger le droit humanitaire international, vous devez entamer les poursuites, vous devez faire des enquêtes. Moi, chaque année, je prends part à la session de l'Assemblée générale des Nations Unies, je me rends à New York, je donne les conférences de presse et je pose les questions aux journalistes. Pourquoi est-ce que vous ne posez pas des questions simples? Lorsque vos collègues de BBC, par exemple, en avril 2022, ont montré des banlieues de Kiev, la ville de Boutcha, où les cadavres, les corps ont été soigneusement placés le long des rues avec des mains attachées derrière les dos lorsqu'ils ont accusé de ces crimes l'armée russe. On a adopté une série de sanctions contre la Russie. Plusieurs années, 4 années ont passé, mais jusqu'à ce moment, nous ne pouvons pas avoir les listes des noms de ces gens, de ces victimes. Ce n'est pas juste. Nous n'avons pas pu prouver notre innocence. Nous avons saisi le Conseil des droits de l'homme, mais on nous dit honteusement qu'ils ne peuvent pas le faire. Les Européens ont privatisé le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, mais pourquoi est-ce que les journalistes, qui sont très énergiques, très actifs dans leurs discussions lorsqu'il s'agit d'autres sujets, et qui gardent le silence dans cette situation? Votre agence de presse est très grande, très populaire, et je pense que vous devez avoir les faits vérifiés. Mais nous propageons toutes les informations, tous les faits sur la plateforme de Genève et j'appelle les journalistes d'agir de façon responsable. Vous citiez la BBC, nos reporters à nous, à France Télévisions,
ont vu aussi des victimes civiles, on les a filmées, on a vu des immeubles d'habitation qui ont été visés par des drones russes, on a les images, on a les preuves. Mais au-delà de cela, je tiens à vous le dire quand même, monsieur le ministre, au-delà de ça, où en sont les négociations de paix qui ont lieu avec vos émissaires, les émissaires ukrainiens autour des États-Unis et de l'administration Trump? Est-ce que vous êtes déçu de la médiation de Donald Trump pour mettre fin à cette guerre? Vous avez dit que votre société, votre agence, tout comme le BBC, montre les cadres des bâtiments détruits. Mais je vais vous donner un autre exemple. Le BBC, les correspondants de BBC se sont rendus aux banlieues de Kiev et ont montré les corps, les cadavres. Ça fait déjà 4 ans que nous essayons d'avoir les informations bien fondées sur les noms de famille des gens dont les corps ont été montrés. Est-ce que cela n'intéresse pas les journalistes? Je vous exhorte à considérer, à examiner ce sujet. Le cas de Boutcha est très répandu, très bien connu, et les journalistes qui font preuve toujours de leur persistance doivent le faire. En ce qui concerne les négociations, notre président l'a dit à plusieurs reprises. La crise ukrainienne a été provoquée par l'Occident. L'Occident qui avait décidé, comme il y a été répété par Premier ministre Starmer, par les dirigeants des pays européens, que tout cela visait le soutien total du régime de Zelensky, la défaite de la Russie. Et nous attendons le moment où cette guerre déclenchée par l'Occident, par le biais de Kiev, prenne fin. En ce qui concerne les négociations, à l'essence de ces négociations étaient le sommet à Anchorage. Le président américain nous a invités d'y prendre part. Monsieur Witkoff s'est rendu en Russie pour présenter les propositions concrètes de Donald Trump. Le président Poutine, d'ailleurs, s'est exprimé à plusieurs reprises à ce sujet. Dans ses propositions, il y avait des choses qui avaient un caractère de compromis, mais finalement, quand nous nous sommes rendus à Alaska, le président Poutine a dit au président Trump que voilà, nous avons examiné vos propositions et nous apprécions d'ailleurs qu'elles visent le problème principal, c'est la concentration sur les causes profondes de ce conflit, ainsi qu'il vise des réalités du terrain. Après que les habitants du sud-est de l'Ukraine ont tenu des référendums et ont confirmé leur volonté de revenir à la Fédération de Russie. Le président Poutine a dit à président Trump que nous étions d'accord avec leurs propositions. C'était une compréhension claire et nette. Aujourd'hui, on parle de l'esprit d'Anchorage. Cet esprit, c'est toujours quelque chose de normal. Ça se préserve dans les relations de président Trump et de président Poutine. Ils se respectent. Oui, il y a des points de divergence, mais quand même, ils savent comment parler, comment les hommes parlent et comment les grandes personnalités politiques parlent. Ils ont un dialogue ouvert, honnête, ils ne cachent pas leurs divergences. Mais en fait, il ne s'agit pas de cet esprit. Ce qui est important, c'est que des compréhensions mutuelles ont été atteintes et les Américains le savent très bien. Les autres pourparlers après Anchorage étaient perturbés par le fait que l'Union européenne et les autorités de l'OTAN, avant tout Ursula von der Leyen, M. Rutte, ils ont tenté de perturber ces compréhensions.
et d'empêcher les Américains à se tenir à ces prépositions. Ce conflit se poursuit et cela s'explique par ces actions subversives, cette politique subversive de l'Union européenne et de l'OTAN. Vous savez qu'après Alaska, il y avait encore quelques rounds de pourparlers. Le dernier s'est tenu à la veille de l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Maintenant, il y a une pause, mais pourtant, nous sommes au courant des contacts que les Américains ont tenus avec les Ukrainiens. Nous en avons été informés, voyant que la partie américaine tente de faire tout le possible pour faire en sorte que Kiev accepte les accords qui ont été agréés entre les présidents Poutine et Trump à Alaska. Nous pensons que c'est l'approche, la seule vraie approche. Donc vous considérez que Donald Trump est un bon partenaire. Vous avez toujours confiance en Donald Trump pour mettre fin à cette guerre? Quant à la confiance et les personnes auxquelles nous faisons confiance à des actions concrètes. On peut entendre beaucoup de mots qui sont prononcés et on parle beaucoup à Paris, à Berlin, à Washington, à Bruxelles, bien sûr à Londres, mais nous ne faisons confiance qu'à des faits concrets. Et alors nous avons entendu nos collègues américains et nous avons tous les fondements de leur croire. En fait, ils tentent d'agréer les accords qui ont été retrouvés à Alaska. Et c'est ça leur travail, en quelque sorte, avec le régime à Kiev. Et je pense que c'est la seule voie d'aller vers l'avant. Oui, ces accords atteints à Alaska n'ont pas été compréhensifs et il faudra décider de toute une série de questions quand Kiev acceptera ces accords conclus à Alaska. Il y a des questions qui suscitent une attention particulière. Il s'agit tout d'abord du problème de la langue russe et de l'Église canonique orthodoxe. Je pense qu'il ne faut pas attendre des mesures prises par Kiev, mais il faut juste exiger, au nom de l'Union européenne et de l'OTAN, de faire revenir cette clause de la Constitution ukrainienne qui garantit les droits de toutes les minorités nationales, avant tout la minorité nationale russe, des personnes russophones qui habitent en Ukraine. Il s'agit donc des droits religieux et des droits linguistiques. L'Occident, la France, qui ont des traditions démocratiques, ne se prononcent pas sur ces sujets et cela nous fait penser que la volonté de l'Union européenne, de l'OTAN, est qu'ils veulent préserver ce régime nazi à Kiev et qu'ils veulent préparer une autre guerre contre la Fédération de Russie. En fait, on entend des slogans différents, que vers 2030, la Russie va attaquer un autre État, et cependant, on voit que les dépenses sur les causes militaires augmentent de manière exponentielle à l'Occident. Vous savez, il y a une citation très célèbre de notre écrivain Tchekhov. Il disait que si on voit un fusil sur la scène, ce fusil on va l'utiliser pour tirer. Et c'est ce qu'on voit à l'Occident, parce que l'Occident met en avant l'artillerie, des avions, etc. Et votre président a même parlé de la bombe nucléaire. Il met tous ces faits sur la scène occidentale européenne. Maintenant, il parle d'une initiative de réaction stratégique. Et si je ne m'abuse, il propose cette arme nucléaire française en tant que parapluie nucléaire en Europe. Il parle d'augmentation de ce potentiel nucléaire, mais il ne va dire à personne quelle sera l'ampleur de cette arme nucléaire. Ça veut dire qu'il n'envisage pas de participer à des négociations sur cette dissuasion nucléaire dans l'avenir. Ces préparations militaires européennes, c'est une question, on peut en parler pendant longtemps. Et on voit que les partis d'opposition en Allemagne, en France,
sont préoccupés et disent que cela va déboucher sur des choses vraiment difficiles. Il me semble que les hommes et les femmes politiques doivent y prêter attention. Zelensky dit lui-même qu'il ne veut lâcher rien, mais il propose juste de proclamer une trêve à la ligne de contact. Zelensky dit également qu'il ne reconnaîtra jamais que les habitants de la Nouvelle-Russie, du Donbass, qui ont voté lors du référendum de revenir à la Russie, d'être attachés à la Russie, qu'ils l'ont fait de manière légale. Il ne va pas le reconnaître. Il dit que ce sera la terre ukrainienne et l'Ukraine exigera le retour de ces terres en Ukraine. Cela ne correspond pas aux accords qui ont été atteints à Alaska. Autre chose, la ligne de contact, il faut s'arrêter sur la ligne de contact. Et Zelensky est soutenu en cela par Emmanuel Macron, par Merz, par Starmer, mais ça ne signifie qu'une chose que j'ai déjà mentionnée. Ça veut dire que vous soutenez le gel du conflit, ou Kiev perd ce conflit, et ainsi vous donnez des garanties à ce régime. Vous donnez des garanties, mais pourtant vous vous n'exigez pas le régime à respecter la charte de l'ONU, qui d'ailleurs garantit les droits de l'homme, notamment les droits religieux et autres. Et vous n'exigez pas que l'Ukraine respecte toutes les conventions internationales. Vous ne voulez que préserver ce régime nazi à nos frontières. Rutte dit Ukraine entrera à l'OTAN. Comment pouvons-nous réagir? Qu'est-ce que c'est? C'est une manifestation de quelque chose de raisonnable ou pas? Ni Macron, ni Merz, ni autre ne dit rien à propos de cela. Qu'est-ce que nous devons faire dans ces circonstances? Alors, pardonnez-moi, vous parlez d'une livraison d'une bombe nucléaire à l'Ukraine par les Européens. Ça, je dois vous dire qu'on n'a jamais entendu parler de ça, mais c'est sans doute, avez-vous vos informations, mais ici en France, jamais personne n'a parlé de livrer une bombe nucléaire aux Ukrainiens, Monsieur Lavrov. En revanche, puisque vous parlez de la France, vous avez déclaré il y a un mois, si Emmanuel Macron veut parler sérieusement à Vladimir Poutine, alors qu'il l'appelle. Mais Vladimir Poutine, il veut parler à Emmanuel Macron. Vous voulez reprendre langue avec les Européens ou vous les considérez comme vos adversaires? Tout d'abord, je n'ai pas dit que la France et la Grande-Bretagne envisager de livrer cette bombe sale ou bien des composantes de cette charge nucléaire. Ce sont les données de nos renseignements qui ont été publiées il y a quelques semaines. Nous avons fait des démarches à Londres et à Paris à ce sujet, et nous savons que les Français, les Britanniques et tous les autres nient catégoriquement que ce sont des faits établis. Mais en fait, comment peuvent-ils agir pour ne pas perdre leur face, pour ne pas être présenté comme quelqu'un qui viole cet régime de la non-prolifération. Mais on n'a aucun doute sur le fait que en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne, il y a des personnes qui sont tout à fait au courant de cela. Mais je ne l'ai pas mentionné dans ma réponse. Vous savez, on dit que si quelqu'un, c'est le voleur qui crie au voleur. Il y a un proverbe russe qui le dit. Ce que j'ai mentionné, c'était des faits qui ont été publiquement déclarés par le président Macron. Il a dit qu'il fallait élargir le potentiel nucléaire de la France. Il voulait le proposer aux pays européens en tant que parapluie nucléaire. Peut-être il pourrait remplacer le parapluie américain. Et il a dit publiquement que la France augmenterait ses arsenaux nucléaires, mais ne parlerait à personne de l'ampleur, de la quantité de ces arsenaux. Ça ne signifie qu'une chose. Les Américains nous disent qu'il faut renouveler ce dialogue sur la stabilité stratégique, sur la dissuasion nucléaire, sur le contrôle des armements. Nous pensons que c'est très important, une étape spéciale. Mais pour l'instant, il n'y a pas de conditions parce que les Américains ont sapé tous les fondements des relations avec nous dans ce domaine, dans le domaine stratégique. On lit leurs documents, leurs doctrines et
on ne voit pas qu'ils sont prêts à conclure des accords pour aller de l'avant, pour restreindre le nombre de leurs armes stratégiques. Maintenant, les Américains envisagent plutôt de faire participer à ces pourparlers la Chine. Notre position est la suivante. La Chine décide elle-même. Elle décide elle-même de ses actions. La Chine a déjà présenté sa position. Nous respectons cette position. En fait, la Chine, ce n'est pas notre partenaire. Ce n'est pas notre allié. Nous n'avons pas d'engagement allié. Alors que les États-Unis et la France, c'est votre pays, vous devez être intéressés. Les États-Unis et la France ont des engagements d'alliés, ainsi qu'avec la Grande-Bretagne. Alors, dire qu'il faut renouveler ce dialogue conformément à la dissuasion nucléaire, des choses stratégiques, en fait, on laisse la France et l'Allemagne à part parce que c'est une voie sans issue, d'autant plus que Macron s'intéresse de plus en plus à ce sujet nucléaire. Considérez la France, le statut de la France aux yeux de la Russie, à vos yeux, à vous, Sergueï Lavrov, comme quoi? Comme des adversaires? Vous estimez que nous sommes vos adversaires? Oui, excusez-moi, je n'ai pas répondu à la question concernant les contacts entre le président Poutine et le président Macron. Vous savez, chaque fois quand le président Macron appelait le Kremlin, Poutine répondait toujours. C'était toujours le cas. On le voit, par exemple, lors de l'opération militaire spéciale, le président Macron disait publiquement qu'il avait l'intention d'appeler Poutine, peut-être pas maintenant, mais après. Bien sûr, si tu veux appeler ton collègue avec qui tu as des relations de longue date, à quoi bon le déclarer publiquement et puis ne pas le faire? C'est une menace ou bien la volonté de rappeler que voilà, je suis, regardez-moi. S'il s'agit d'un homme politique sérieux, il juste appelle et notre président répond toujours. Notre président parle au président Macron seul. Il n'y a pas de qui que ce soit dans le bureau qu'il utilise pour appeler Macron, alors que chez vous, à Paris, on a vu d'ailleurs, c'était montré à l'écran, dans les réseaux sociaux, on voit que quand il y a une conversation entre Macron et Poutine, Macron est entouré par un grand nombre de personnes. Ce n'est pas caché. Il y avait même des fuites du contenu de ce qui était discuté lors de ces entretiens. Poutine a une position de principe. Toujours, il est prêt à parler. Et quant à votre question, qui est la France pour nous l'adversaire? Vous savez, nous sommes sûrs que la France n'est pas notre allié. Je peux vous le dire tout de suite. On était partenaire avec la France, d'ailleurs avec toute l'Union européenne, et même on avait un accord de partenariat de coopération qui était le fondement de nos relations. À la base de cet accord, une structure grande, sans précédent, était créée. Il y avait 4 espaces communs, économie, culture, sécurité, et j'en passe. On avait peut-être des vingtaines de dialogues dans de différents domaines. On avait 2 sommets annuels et c'était sans précédent. Cela se produisait avec la Russie et non pas avec d'autres pays. Il y avait des rencontres entre le ministre des Affaires étrangères et le haut représentant de la politique et de sécurité de l'Union européenne. Il y avait un mécanisme de coordination qui a été créé. Ce mécanisme contrôlait le respect de tous les accords et tout cela a été déchiré, a été annulé. La Russie a été appelée, a été considérée comme un pays à laquelle il fallait infliger une défaite stratégique. Et si quelqu'un nous menace de cela, cette défaite stratégique, c'est qui? C'est le partenaire, c'est l'adversaire? Je pense que vous pouvez vous-même trouver la réponse à cette question. Et il me semble que j'ai présenté beaucoup de faits. Ces faits d'ailleurs ont été présentés abondamment dans l'espace média durant ces derniers 4 ans.
Je vous demande si vous considérez que la France est votre adversaire, parce qu'ici en France, le gouvernement français dit cette chose-là. Le ministre de l'Intérieur a dit cette chose-là il y a quelques semaines. La Russie est le principal ennemi aujourd'hui de la France dans la guerre informationnelle, dans l'agressivité sur le territoire. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous répondez aux autorités françaises qui vous accusent de mener depuis des années ici en France une guerre hybride pour déstabiliser nos démocraties, qui craignent aussi que vous interfériez dans la future élection présidentielle, dans la future campagne présidentielle à venir en France? Да, ну я уже сказал, что Евросоюз и Франция. J'ai déjà dit que По сути, объявили нас la France et l'Union européenne nous ont traités comme adversaires, voire pire. Ils ont dit que la Russie il fallait infliger une défaite stratégique à la Russie. Et Macron a dit plusieurs reprises que Poutine, c'était le principal problème qui empêchait d'atteindre la paix. Quant à la guerre hybride, vous savez, justement, hier, j'ai lu un article plutôt intéressant et j'ai aussi une note sur ce matériel. Le mois dernier, un militant du droit a été tué par un groupe des militants du mouvement gauche. Une personne a été tuée, je le réitère, les représentants d'une structure de jeunesse qui est populaire, plutôt populaire en France. Ils ont tué un jeune homme. L'ambassade de la France et le département d'État ont publié les informations où ils avaient exhorté les responsables de prendre les responsabilités. Il a été dit que la violence de la part des radicaux de droit menace la sécurité. Votre ministre, M. Barrot, était fâché. Il a demandé les États-Unis d'arrêter l'ingérence dans les affaires intérieures de la France. Il a dit que c'était inacceptable pour n'importe quel pays de s'ingérer dans les affaires intérieures et dans les discussions nationales politiques. Ce même mois, au mois de février, le ministère des Affaires étrangères de la France a publié plusieurs déclarations. Ils ont mentionné la mort d'Alexei Navalny et ils ont dit que la France accuse la Russie de sa mort. La France soutient tous ceux qui défendent audacieusement les droits fondamentaux, les libertés fondamentales. Plus tôt, le ministère des Affaires étrangères de la France a publié les informations officielles. Ils sont exprimés leur préoccupation par le spirale de l'agression en Russie par rapport à tous ceux qui critiquent les autorités. La Russie doit libérer toutes les personnes détenues. Et vous avez mentionné aussi la guerre hybride informationnelle. La France a exprimé в связи с тем, что неправительственная организация «Репортеры без границ» была внесена в Россию в список нежелательных организаций. La France a été déçue par les actes de la Russie. La France a dit que ça fait partie d'une campagne de l'agression menée par la Fédération de Russie contre tous ceux qui critiquent les autorités en toute négligence du droit de libre expression. Et c'était prononcé par le ministère des Affaires étrangères du pays qui, depuis 10 ans, ne permet pas aux journalistes de notre agence de presse, par exemple Sputnik, de travailler au palais de l'Élysée, par exemple. Je pense qu'il y a 10 ans, c'était le premier cas. Les journalistes ont été privés de leur accréditation, tout comme les journalistes de l'agence Arte. Et
il nous semblait que nous étions amis avec la France à l'époque. Nous avons posé une question. Pourquoi est-ce qu'un pays qui est un combattant principal de la cause de la liberté prive les journalistes de leur accréditation? Mais on nous a répondu que ce n'étaient pas les journalistes, mais plutôt les gens de propagande dont les diffusions étaient interdites. Et c'est drôle parce qu'en 1990, à Paris, il y avait le sommet de l'OSCE où la charte parisienne a été adoptée. Parmi les engagements, il a été dit que tous les membres de l'OSCE assuraient l'accès libre aux informations générées à l'étranger, tout comme à l'intérieur, au sein de leur pays. Mais au fil du temps, la France avait violé à plusieurs reprises ses engagements. Je vous ai donné les exemples de violations de droits de nos journalistes, comme par exemple ce cas avec les accréditations de nos journalistes. C'est ce qui concerne votre question sur la guerre hybride. Monsieur le ministre, une question juste sur ce qui s'est passé, très rapidement, sur ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Notre porte-avions Charles de Gaulle était en mer Baltique et il y aurait eu un drone. Les Suédois disent que c'était un drone russe qui aurait approché ce porte-avions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cela? Est-ce que vous avez tenté de lancer un drone sur le porte-avions Charles de Gaulle? Qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que cela veut dire, le porte-avions Le porte-avions Charles de Gaulle, notre grand porte-avions, le seul porte-avions européen qui était en mer Baltique, à côté des côtes suédoises, et il y aurait eu un drone russe qui aurait visé ce porte-avions. Il a été abattu. Les Suédois disent que c'était vous. Est-ce que vous avez essayé d'envoyer un drone sur le Charles de Gaulle? Vous savez, à plusieurs reprises, nous avons déclaré au niveau officiel que nous ne visons jamais des cibles civiles en Ukraine, ni dans d'autres pays. Nous ne bombardons jamais les sites civils, les cibles civiles. Il y avait le cas pareil, on a dit qu'un drone russe était identifié sur le lieu de l'attaque, mais plus tard il s'est avéré que c'était un drone ukrainien. Votre porte-avions se trouve dans la mer de Balts, ce qui est le plus important, parce qu'il y avait des bateaux aussi dans une autre région du Moyen-Orient. Je ne sais pas quelle sera la fin de cette situation, mais je pense que le bon sens, le sens commun va prévaloir et j'espère que nos collègues européens vont demander les États-Unis d'arrêter cette guerre qui n'était pas provoquée et arrêtent de demander l'Iran d'arrêter les hostilités. En ce qui concerne les situations qui se déroulent, les événements qui se déroulent dans les mers, j'ai mentionné le cas de Boutcha, mais c'était plutôt un exemple récent. Notre bateau citerne a été bombardé par un drone ukrainien, par une boîte sans équipage. Il y avait 140 000 tonnes de carbone sur ce bateau. Ce bateau a été endommagé. Cela veut dire que tout cela a créé les risques
naturel. On a évacué ce bateau-citerne. Le cas pareil s'est produit avec la Libye. Tout cela est lourd de conséquences, mais aucun pays européen ne peut en parler, ni dans les médias, ni dans l'espace public. Personne n'a mentionné ce cas de ce bateau-citerne qui a été endommagé, attaqué par une boîte ukrainienne. Toute dernière question. Je comprends que pour vous, le porte-avions Charles de Gaulle suscite plus d'intérêt chez vous que notre bateau-citerne. Dernière question, Sergueï Lavrov. Est-ce que vous suivez la campagne présidentielle française et y a-t-il un candidat que la Russie espère voir gagner? Bonne chance à tous ceux qui seront élus par le peuple français. La toute dernière, la toute dernière question. Vous étiez venu en Alaska en août dernier lors de ce sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump avec un t-shirt. Tout le monde avait vu ce t-shirt où vous aviez écrit USSR, URSS. Qu'est-ce que ça voulait dire? Quel était le message, Sergueï Lavrov? Que vous aviez une forme de nostalgie de l'Union soviétique? Vous savez, je suis né en Union soviétique. Alors, quel est le message que veulent transmettre les Français quand ils se rappellent Marianne, votre symbole, Marianne qui était aux barricades? Quel est le message que vous voulez transférer par ce symbole? On se souvient de son histoire, mais quand on est ministre des Affaires étrangères et qu'on porte un t-shirt USSR, il y a forcément un message que vous voulez faire passer au monde entier, non? L'Union soviétique, c'est aussi notre histoire, ainsi que l'Empire russe, ainsi que la Grande Révolution française, c'est votre histoire. Donc, vous ne voulez pas dire que vous avez le droit de vous rappeler de la Révolution française et nous devons oublier notre histoire. Ce n'est pas ce que vous voulez me dire. Je pense que ce n'est pas ce à quoi vous pensez, n'est-ce pas? Vous comprenez bien de quoi je parle. Je crois que je vous ai compris. Merci beaucoup, Sergueï Lavrov, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui en duplex de Moscou. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir.